je voulais vous parler des modèles de participation. La Bon, grille c'est que pas je vais grave. vous présenter, elle est issue Je des voulais. travaux scientifiques que l'on mène sur l'évaluation du Peut-être en même programme temps pas. d'avenir jeunesse. Et donc, où la participation des jeunes est un axe prioritaire et majeur des processus mis en œuvre. Et donc, nous, ce qu'on observe, c'est plusieurs dimensions de la participation. En gros, il y a 4 formes de soutien à la citoyenneté, à la participation et à l'engagement. Donc déjà, chez les jeunes, il y a toujours 2 types de mobilisation, individuelle et collective. Donc ça, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Je peux m'engager individuellement ou je peux m'engager avec un groupe collectivement. OK? Il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, ça a l'air coupé. Il y a sur l'axe vertical deux finalités. Il y a la cité avec un C majuscule, l'intérêt général, encore une fois. Et puis vous avez le particulier, l'intérêt individuel ou collectif, mais l'intérêt particulier. OK? Donc, pour faire simple, là, c'est pour moi-même, pour nous-mêmes, parce que ça nous intéresse et ça nous impacte directement ce qu'on met en œuvre. Et là, c'est ça me dépasse, ça nous dépasse, on est sur l'intérêt général. Une fois qu'on a dit ça, on a 4 formes de mobilisation. Le B.A.B.A., la première, c'est la citoyenneté réparatrice, où on va chercher à réparer une difficulté d'affiliation sociale du jeune ou des jeunes. Donc, je vais vous donner après des exemples précis, mais on accompagne individuellement, mais concrètement, dans les processus mis en œuvre, dans l'accompagnement, l'insertion sociale et professionnelle, etc., quand on travaille sur les soft skills, les compétences douces des jeunes individuellement, on essaye déjà de réparer une difficulté d'insertion sociale, enfin une difficulté d'affiliation sociale d'un point de vue individuel, hein, sur l'aspect vraiment accompagnement social, insertion, en vue de réparer. Bon. Vous avez une deuxième forme de citoyenneté qui est comme cohésion sociale. Donc là, on est dans la responsabilisation des jeunes, dans la conduite d'une action qui modifie leur quotidien à l'échelle de leur groupe social ou de leur territoire. On est vraiment la mobilisation de soi, d'un groupe, d'un collectif en faveur de la cohésion sociale, où on a un intérêt, on a un intérêt dans la conduite de l'action que l'on met en œuvre. Mais donc voilà, c'est vraiment un intérêt collectif. On met en place un projet pour nous-mêmes, pour notre territoire, dans lequel on s'épanouit, qui nous émancipe, dans lequel on développe des compétences. On est vraiment à la cohésion sociale. Ensuite, on va grimper. Donc là, quoi qu'il arrive, c'est que ce soit individuel ou collectif, on est dans quelque chose qui intéresse l'intérêt individuel ou collectif particulier. On est sur l'intérêt. Et donc ensuite, là, on monte, on change d'échelle, on transcende ces intérêts particuliers ou collectif. Et donc, d'un point de vue collectif, on est sur de la citoyenneté politique, on est sur de l'interpellation, de la transformation sociale, la conflictualité. Là, on est sur les jeunes qui sont inscrits tout simplement dans la sphère politique, ou en tout cas en vue de changer, produire du changement dans leur territoire ou dans leur structure, tout simplement, parce que ça peut être à des niveaux plus modestes. Mais on est sur des jeunes investis politiquement. Alors quand je dis politiquement, vous avez compris, hein, ce n'est pas au sens politicien du terme, hein, c'est au sens de l'interpellation politique, de la mobilisation en vue d'un changement pour son territoire, sa structure. Et donc en tout cas, quand on est là, on peut promouvoir des valeurs ou des messages, des orientations qui nous transcendent et qui nous dépassent. C'est-à-dire ce n'est pas pour nous, c'est pour le territoire, pour la jeunesse en général, quoi, hein. On n'est pas dans l'intérêt particulier où j'y gagne quelque chose de toute façon particulièrement. Et le pendant individuel, c'est la citoyenneté humanitaire. On a jeunes philanthropes isolés en agent éthique. C'est-à-dire que finalement, c'est le jeune qui va vraiment là pour le coup s'inscrire dans des valeurs universelles et qui va se mouvoir dans un engagement universel, qui va dépasser vraiment son intérêt particulier individuel, mais qui va se battre à titre individuel pour une cause, pour la Palestine, qui va aller creuser un puits au Cameroun dans un volontariat international, même si dans sa cause, évidemment, il est individuel dans sa cause, mais il va rejoindre évidemment un collectif, hein, donc c'est un peu plus compliqué, plus subtil que ça.
Donc, ça donne quoi? Sur la citoyenneté réparatrice, vous avez quoi là-dedans? Quelques enjeux sociaux. Ben, vous avez l'émaillage des lieux d'accueil, d'information, d'écoute, l'information jeunesse, même si évidemment, avant de vous tirer les cheveux, hein, on est d'accord que l'information jeunesse, elle concerne les 4 axes, hein, évidemment. Maison des adolescents, les missions locales, avec des dispositifs comme la garantie jeune. Vous avez des accompagnements éducatifs, liens aux établissements scolaires, la question de l'aller vers, les passerelles emploi-formation, le travail sur le logement, enfin bon, tout ce qui va renforcer la protection de l'enfance, elle est là-dedans, les jeunes sous main de justice, tout ce qui va accompagner individuellement les jeunes dans une citoyenneté réparatrice en vue eh bien, par un dispositif quelconque d'acquérir des compétences et de pouvoir progresser dans son parcours. Sur la citoyenneté comme cohésion sociale, bah là, vous allez travailler sur les parcours d'engagement. Les juniors assos, typiquement, c'est dans ce schéma-là. Les jeunes dans les associations. Quand les jeunes montent des associations ou s'impliquent dans des associations en vue de mettre des projets quelconques particuliers, ils sont aussi là-dedans. Dans le pouvoir d'agir, alors vous allez trouver tout un tas de choses autour de la culture. Les jeunes, les coopératives jeunesse de service, par exemple, sont aussi là-dedans. Vous avez des chantiers de jeunes, l'argent de poche, les chantiers éducatifs d'insertion, les tiers-lieux, les Fab Labs, le budget participatif dont parlait le président du département. Alors, vous savez, tout à l'heure, ça me permet de dire, je reviens à ce que disait le président du département en introduction. Il a ciblé 2 types de jeunesse, les jeunes en difficulté et les jeunes un peu plus en réussite. Donc, les jeunes en difficulté, il était sur la citoyenneté réparatrice et les autres, on est un petit peu plus là, quoi, hein. Puis, vous avez aussi les espaces délibératifs. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Je sais qu'il y en a en Nouvelle-Aquitaine, les parlements libres des jeunes, mais aussi les assemblées libres des jeunes. Vous pouvez avoir des concertations sur les aménagements, enfin l'expertise d'usage. Donc tout ça, on est sur la citoyenneté comme cohésion sociale, responsabilisation des jeunes dans la conduite d'une action qui modifie leur quotidien et dans laquelle ils ont prise directe, intérêt collectif ou individuel. La citoyenneté politique, bah là, on est dans quelque chose de plus politique. Place des jeunes dans les partis, les syndicats. Vous avez les dialogues structurés de jeunesse, hein, donc à l'échelle des régions, démocratie participative. Je parlais des régions, parce que le dialogue structuré, c'est à la région, mais au-delà du Conseil régional des jeunes, vous avez la place des jeunes dans la gouvernance des collectivités, gouvernance, copie, ingénierie, accompagnement des collectivités. Bon, la recherche, l'innovation. En tout cas, là, on est dans vraiment la place des jeunes dans les instances politiques, là où ça se joue, là où ça se mature, ça se concrétise, ça se met en œuvre. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la citoyenneté politique, c'est la place des jeunes dans le cockpit de pilotage, tout simplement. Donc, en gros, c'est pas, on est avec des jeunes qui transcendent leur intérêt collectif et individuel pour se mettre au service d'une cause qui les concerne évidemment, mais qui les dépasse, quoi. On est vraiment dans quelque chose de vraiment plus politique. Et puis, la citoyenneté humanitaire. Donc là-dedans, la question des horizons, on se pose la question des horizons, la confiance en l'avenir, les institutions, avec des valeurs émergentes autour de la justice, la solidarité, la fraternité, le dérèglement climatique. Voilà, on est vraiment dans des jeunes qui sont individuellement inscrits dans des causes et des valeurs qui transcendent, quoi. Voilà. Voilà un peu les 4 modèles de citoyenneté qu'on a repérés. Et je termine, et je ne serai pas plus long, sur une grille de lecture qu'on a construite sur les compétences que les jeunes développent dans des démarches participatives d'engagement. Comme je vous le disais, le premier niveau, c'est l'envie, la motivation. Je sais que je peux et j'en ai envie. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez rien, hein, on laisse tomber. Hein, ça, c'est le préalable nécessaire. C'est la condition sine qua non. Une fois que les jeunes ont envie, savent qu'ils peuvent faire, ils en ont envie. Projet, je concrétise. Et une fois qu'on a dans un projet, quel que soit, alors après, en fonction de l'espace de citoyenneté et d'engagement, hein, il y en a 4, vous avez vu, on va développer tout un tas de compétences. Vous avez des compétences cognitives qui peuvent être créées. Donc cognitive, ça veut dire que les jeunes vont développer l'esprit critique, donner du sens aux apprentissages. Vraiment, on est là-dessus. Vous avez des compétences techniques, donc professionnelles, qui sont plus physiques. Donc ça dépend.
par exemple, si des jeunes sont sur un chantier éducatif ou sur un chantier argent de poche ou tout ce que vous voulez, qui consiste, je sais pas moi, à réaménager un espace ou même, pour en venir à mon exemple de creuser un puits en Afrique, ben, ils développent des compétences techniques, un savoir-faire technique. Et donc, ça, c'est important. Mais le savoir-faire technique, il n'est pas, c'est pas qu'une compétence manuelle. Ça peut être aussi la capacité à monter un dossier de subvention, la capacité à monter en compétences et en puissance dans l'écriture d'un projet. On développe aussi des compétences sociales. Voilà, ça, c'est les 3 grandes familles de compétences, hein. Vous avez eu cognitive, technique et sociale. Donc, dans sa construction identitaire de jeunes, vie collective, l'appartenance, l'accès à l'altérité. On est capable d'accéder à la diversité culturelle. L'accès à l'altérité, c'est la différence, changer de regard. En tout cas, compétences sociales, c'est la capacité à m'inscrire dans un collectif ou dans des groupes sociaux qui ne sont pas mon groupe social d'origine et qui m'amènent à traverser les frontières sociales de mon groupe d'appartenance. Responsabilité, évidemment, hein. Donc, je reviens à la fameuse contrepartie, le don contre don. Mais enfin, bon, tout ça, c'est accéder à la responsabilité. Et une fois qu'on a dit ça, quoi qu'il arrive, des jeunes qui s'impliquent dans des projets, dans des volontariats en service civique, qui s'engagent, ça permet toujours un transfert de compétences. Ça fait grandir dans son parcours. Alors, dans le transfert de compétences, c'est pour soi. On gagne en estime de soi, en confiance de soi, connaissance de soi, narcissisation, affirmation de valeur, mobilisation, remobilisation. Donc, vraiment, les jeunes qui s'impliquent dans des projets. Alors, c'est abstrait ce que je vous dis là, parce que vous allez me dire, mais ça dépend quel projet, hein. Ça dépend de l'ambition du projet, ça dépend de sa temporalité, ça dépend de ses objectifs. Mais généralement, on gagne quelque chose. Tout ça, mis bout à bout, fait qu'on gagne en estime de soi, en confiance en soi. Et donc, c'est hyper important. Et puis, pour autrui, c'est toujours une ligne sur le CV. Un service civique, par exemple, c'est une ligne très, très, très précieuse sur le CV qui ne manquera pas de faire la différence. Légitimité, adaptabilité, etc. Voilà. Et donc, ça revient. Et donc, ce sont des allers-retours permanents. Voilà, en gros, c'est une petite grille de lecture, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en gros, elle est intéressante à garder à l'esprit parce que que ce soit aussi bien pour des élus, des professionnels que pour des jeunes qui se lancent dans un projet, ça peut toujours être intéressant de l'avoir pour préciser un peu les objectifs et puis produire en amont ce qu'on appelle dans le jargon évaluatif des indicateurs de résultats. En gros, on se projette dès le début de l'action en se disant, au final, quand les jeunes, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, quand le projet aura été terminé, qu'est-ce que les jeunes en auront retiré en termes de compétences cognitives, en termes de compétences sociales, techniques, et qu'est-ce qu'ils pourront transférer, quoi, pour eux-mêmes et pour les autres. Voilà, je m'arrête là et je laisse place à l'échange pour la dernière partie sur justement les modèles de participation. Merci, Chafi. Alors, il y a Mafi tout à l'heure qui a voulu prendre la parole, je pense, pour rebondir sur la deuxième partie. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez toujours prendre? Oui, c'est bon. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous remercie pour toute la présentation et tout ce que vous avez fait, enfin, tout ce que vous nous avez montré là. D'abord, pour vous dire que vous avez touché effectivement le point sensible sur ce qui est de l'écoute de l'enfant. À partir du moment où on écoute un enfant, c'est sûr que toutes les difficultés auxquelles ils sont actuellement confrontés, tout en pensant à toute la situation, à tout ce qui se passe maintenant, une fois que l'enfant est écouté, il a une capacité à pouvoir se reconstruire, à pouvoir suivre les exemples, à pouvoir écouter. Mais l'écoute est très, très compliquée et très difficile, surtout dans la société actuelle. Et comme vous avez parlé de hiérarchie, il y a toujours ce côté hiérarchique où on se dit, mais tu es plus petit, tu n'as rien à dire, voilà, et que tu ne peux pas intervenir.
Alors, je le dis parce qu'en tant qu'élu, enfin, j'espère qu'il y a des élus qui assistent justement à cette visio. Moi, ça fait mon deuxième mandat et j'ai eu enfin, je m'occupe justement du conseil municipal des enfants, donc de l'école primaire. Déjà, ils commencent par l'école primaire, qui, au fur et à mesure, ils avaient enfin, je vais le faire très court, hein, parce que c'est bientôt midi, ils ont 2 ans de mandat. Et ces derniers étant au collège, puisque les deux années de mandat étaient finies, ont demandé à pouvoir continuer justement leur activité de participer justement à la vie, enfin, à la vie de leur ville. Et donc, ils ont continué. Ils ont proposé justement leur projet au maire, comme vous l'avez dit là tout à l'heure, et vous avez donné un exemple de la ville de Saint-Brieuc. Et effectivement, ils ont continué leur idée et leur projet en créant une junior asso, donc qui est les jeunes engagés, comme les jeunes engagés dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça leur a permis effectivement de participer au budget participatif du département, où ils ont été lauréats, effectivement, et qui fait que la communication est tellement compliquée. On aurait besoin, nous, de formation que vous avez souligné, mais ne serait-ce qu'une prise de conscience pour se dire que l'enfant, effectivement, c'est notre avenir, mais si on ne les écoute pas, on part tous à la dérive. Mais vraiment, votre présentation, elle est concrète, elle touche, mais est-ce qu'il y a la possibilité, on a la capacité de pouvoir écouter et d'entendre? Donc, toute notre difficulté, je pense qu'elle est de là. Parce que si on écoute, comme on dit, on entend, on passe. Mais tant qu'on n'écoute pas, tant qu'on n'entend pas l'autre, et c'est notre difficulté, même en tant que moi aussi, hein, qui fait que mais tous ces problèmes qu'on rencontre, malheureusement, mais moi j'ai toujours espoir. Et si on peut avoir vraiment si moi je peux l'avoir votre diapo, ce serait plus facile d'apprendre à communiquer tout en sachant que peut-être qu'on n'écoutera pas. Mais déjà essayer, passer la communication, insister, on finit toujours par gagner. Mais vraiment, moi, je trouve que c'est l'idée que moi, j'avais, mais malheureusement aussi, sur mon mandat, on n'est pas écouté. Mais ça ne me décourage pas, parce que je suis quelqu'un de battant. Voilà, moi, c'est ce que j'avais à vous dire. Mais vraiment, merci. Bien, ben, merci à vous en tout cas. Merci à vous pour votre retour. J'ajouterais, hein, que ce soit les enfants ou les jeunes, c'est valable quand vous dites la difficulté à écouter. En vérité, c'est la difficulté à écouter sans juger. La difficulté à écouter sans juger et la difficulté à écouter une parole pour ce qu'elle est sans vouloir y plaquer ou d'entrée de jeu ses propres référentiels ou son propre mode de pensée, sans vouloir la discipliner d'entrée de jeu. Après que ça se discute, comme je vous disais, la participation, c'est le conflit, que ça frotte et qu'on négocie, c'est normal. Mais ce qui est très, très compliqué, c'est toujours d'écouter sans juger dans un premier temps. Voilà. Et puis, rien d'autre à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Merci. On dit entièrement d'accord, vraiment. Mais bon courage et vraiment merci. Et pour le diaporama, oui, la Ligue de l'enseignement en disposera et puis pourra le faire passer, évidemment. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention et merci à Chafik pour votre réponse. Il y a Marie-Pierre qui a glissé dans la conversation une remarque qu'il est vraiment difficile au sein des associations que les dirigeants laissent la place aux jeunes. On veut bien d'eux pour vendre des frites et les canettes lors des événements, mais pas au CA. C'est la vérité, c'est vrai, c'est juste. En 1h30, on n'a pas le temps de parler de tout, mais vous savez, paradoxalement, et ça c'est très très important, les professionnels souvent sont des freins à la participation des jeunes. Et on le voit, ce n'est pas forcément tant des élus qui peuvent être des freins ou qui peuvent s'ériger comme freins, mais ce sont des professionnels. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que faire participer les jeunes, ça veut dire se mettre en difficulté, ça veut dire en tant que professionnel accepter de partager le pouvoir, et ça veut dire finalement
que les jeunes en savent autant que nous, ou en tout cas différemment que nous. Mais voilà, et quand on est professionnel, on est dépositaire dans son esprit, on est dépositaire d'un savoir-faire, d'une expertise, et donc on veut en garder l'exclusivité. Et donc on a du mal à partager ce pouvoir, et donc on a du mal, la plupart du temps, eh bien, à accepter que des jeunes cheminent à ses côtés, tout simplement. Et donc souvent, il peut y avoir inconsciemment, je dis bien, c'est pas toujours explicitement pensé, mais ça, voilà, et donc accepter que les jeunes pèsent autant que nous dans la menée d'un projet ou dans une expertise, c'est toujours compliqué pour des professionnels. Donc effectivement, quand les jeunes sont subordonnés à des tâches subalternes, il n'y a pas de problème. Dans l'exemple qui était donné, c'était de la vente de gâteaux, tout ça. Bon, là ça ne pose pas de problème. Si participer, ça se limite à ça, parce qu'on est dans une participation, là, côté professionnel, qui continue de l'encadrer de manière soit bienveillante ou condescendante, peu importe. Mais à un moment donné, quand les jeunes sont encore une fois à 50% dans l'actionnariat, ça met en difficulté des professionnels. Donc, il y a ceux qui acceptent d'être mis en difficulté. Au contraire, ils adorent ça parce qu'en plus, ils se disent qu'ils vont progresser, que c'est vraiment, ils se sentent utiles et c'est pour eux la finalité de leur métier que de faire grandir les jeunes et d'avancer avec eux. Puis, il y a d'autres qui vont se demander et qui peuvent se demander finalement à quoi ils vont servir, quoi, tout simplement, si les jeunes prennent le pouvoir et en font autant qu'eux, quoi.